Konaté, que vous inspire la démarche de la CEDEAO jusqu'ici, depuis le 26 juillet, 2 semaines après aujourd'hui, elle est passée d'un ultimatum aux sanctions économiques et financières. La voie de la diplomatie a été privilégiée à un moment donné par la sortie notamment du président en exercice Bola Tinubu, qui nous disait encore le dialogue est le seul moyen, le meilleur moyen justement pour tenter de convaincre les militaires, mais finalement elle active sa force en attente. Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, c'est que peut justement cette CEDEAO face au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Écoutez, Baudelaire, il faut dire que la CEDEAO, si on peut au moins lui reconnaître un fait, c'est que elle passe pour être maître dans l'art de la danse de la pluie. C'est une très célèbre danse que les chamans indiens convoquaient quand il y avait des longues saisons sèches. Nous sommes là en train d'assister à des process incantatoires en réalité qui ne sont rien d'autre que des effets d'annonce en réalité. Parce que la CEDEAO justement, dans ses premières missions, aurait dû, parce que quand on voit la qualité des intellectuels, s'il faut les appeler ainsi, ou en tout cas les hommes qui siègent au sein de cette institution sous-régionale, c'est quand même des personnes qui ont un vécu dans les instances internationales. Donc ils sont quand même au fait d'un certain nombre de process en matière face à de telles préoccupations. Notamment le fait que avant de passer dans une première déclaration, une déclaration vente en guerre, comme il l'avait annoncé, avec des délais totalement affabulatoires, il était bon pour eux de pouvoir se respecter ou du moins aller dans les canons de ce que régisse la diplomatie en pareille situation. C'est-à-dire que d'abord privilégier bien évidemment le dialogue, c'est-à-dire par l'intermède bien évidemment des émissaires. Donc ensuite, si la voie du dialogue n'avait pas porté, et c'est ce qui est prévu dans la charte de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, je pense l'article 6, qui dit que vous commencez d'abord par, en cas d'un imbroglio dans un État, ou alors d'une nécessité d'intervention, ou en cas d'une déstabilisation d'un État, l'article 6 vous dit que vous avez deux canons. Vous avez d'abord celui-là, bien évidemment, du dialogue, la voie des négociations. Ça n'a pas été fait. Voilà. Il y a eu l'ultimatum de 7 jours qui a été donné d'entrée. Voilà. De cette façon, là, ils sont allés directement à la charte, l'article 7 de cette charte, c'est-à-dire que qui passe directement, on est allé au troisième point. Or, vous avez d'abord le dialogue, vous avez ensuite, bien évidemment, les embargos. Et si jusque-là rien n'est fait, à ce moment-là, la force militaire est déployée. Ça, c'est ce que prévoit le Conseil de sécurité de l'ONU. Et ils le savent parce qu'ils ont tous été des anciens employés. C'est quand même assez dommage. Bon, en tout cas, des agents qui ont travaillé pour ces instituts internationaux là, qui se retrouvent aujourd'hui dans une institution qui est quand même en deçà de ce que est l'ONU. On parle d'une commission sous-régionale qui est bien évidemment la CEDEAO. On est quand même donc surpris que l'effet de l'annonce, déjà la rapidité avec laquelle ils ont voulu directement passer à la troisième vitesse, laissait déjà transparaître le fait d'une sous-organisation ou une mauvaise organisation ou alors très peu de sérieux. On a très rapidement compris par cette sortie-là qu'il n'y avait pas du sérieux, il n'y avait pas de crédit apporté dans ces effets d'annonce en réalité, qui ne pouvaient venir que d'une consonance ou d'une résonance qui avait été dont le tambour avait été frappé beaucoup plus haut, c'est-à-dire à l'Élysée, peut-être 2-3 jours avant ou 24 heures, 48 heures avant, et donc tout simplement cette institution sous-régionale se faisait l'écho bien évidemment de ce qui avait été fait par les maîtres. Et donc, on n'a pas été surpris de ce que, de toutes les façons, nous avons fait des émissions et nous faisons des émissions depuis ce jour-là. Et on vous avait déjà dit qu'il n'y aurait rien qui se passerait après ces 1 semaine parce que matériellement et techniquement, ce n'est pas possible en 7 jours pour une institution comme celle de la CEDEAO de pouvoir passer, bien évidemment, à la pratique de ce qu'ils avaient annoncé. Cela relevait très simplement des effets d'annonce et nous avons bien fait tous de constater que après les délais qui avaient été justement prescrits par ces derniers, rien d'autre n'a pu sortir de là, si ce n'est tout simplement du blabla et une continuité, bien évidemment. On a tout de même été surpris, M. Abdulaziz, parce que quelques temps après, le président Bola Tinubu nous dit
le dialogue aujourd'hui est le seul moyen. Oui, le moyen le plus efficace. Mais le lendemain, lors du sommet, la même CEDEAO que nous parlait d'un dialogue, la veille, active une force. On a du mal aujourd'hui véritablement à comprendre ce qui s'est joué en l'espace de 48 heures pratiquement. Déjà, il faudrait comprendre qu'au sein même de cette institution, eux-mêmes, ils sont dans une manœuvre qui est totalement discordante, qui est totalement aux antipodes des textes fondateurs de cette institution. Vous voyez là qu'ils sont en violation pratiquement de tous les éléments qui constituent bien évidemment l'assise même, la fondation même, n'est-ce pas, de cette institution sous-régionale. Parce qu'ils sont aventurés, ou ils ont ouvert notamment une boîte de Pandore, dans laquelle, bien évidemment, eux-mêmes n'ont pas la maîtrise du sujet. C'est ce qu'on peut observer au travers de ce que j'ai appelé la danse de la pluie. Parce que cette danse de la pluie, vous faites bien de remarquer quand même que, parce que justement, on est sorti de l'esprit textuel, de l'esprit de ce qui a été la base même fondatrice de cette institution sous-régionale, et qu'on entre là, très simplement, dans des sentiers battus. On se retrouve donc effectivement en train de faire de la navigation à vue. La navigation à vue, c'est quoi? C'est que vous vous asseyez, vous convenez d'un certain nombre de choses. Quand vous sortez, l'Élysée vous rappelle et vous dit qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut rectifier. Et vous voyez que très rapidement, vous vous mettez vous-même, vous fourvoyez. Vous vous mettez en opposition de tout ce que vous vous êtes assis, dites et communiquez. Ça montre la légèreté même de cette institution qui en réalité aujourd'hui est questionnable dans toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, où bien des pays aujourd'hui se posent des questions au-delà même de l'aspect sécuritaire et de l'aspect institutionnel que nous observons au travers le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina. Il y a même la question fondamentale de la légitimité, de la fiabilité de cette institution-là. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, elle peut répondre aux aspirations des populations de la CEDEAO? Vous voyez que c'est des points d'interrogation aujourd'hui qui vont au-delà même du sujet qui est sur la table actuellement, qui est celui du Niger. Mais il faut encore aller plus loin, mais j'irai plus loin. Je vais répondre à votre deuxième question, parce que je vais... cette CEDEAO, et quand vous avez donc fait d'observer qu'il y a déjà bien évidemment un certain nombre d'inadéquations dans l'esprit, l'annonce et l'action, vous voyez donc très rapidement sur le plan du calcul que de façon pratique, ce n'est pas possible qu'au jour d'aujourd'hui, cette CEDEAO-là, en tout cas version Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal et dans Bénin, dans une moindre mesure, puissent effectivement répondre ou du moins aller au bout de leur pensée, parce que sur le plan pratique, vous vous rendez compte que c'est très léger. Vous avez quand même en face de l'autre côté, quand vous prenez le Mali, quand vous prenez le Burkina, ne serait-ce que pour compter ces deux pays, et le Niger, vous avez quand même une mobilisation de plus de 70 000 hommes. C'est-à-dire que vous avez 70 000 soldats opérationnels au minimum. On parle de 160 000, mais je vous dis, j'ai pris ces trois États. Et si vous avez Ouattara, M. Ouattara qui vous annonce à peine 1 millier de soldats, et donc peut-être avec une ou deux charrettes pour aller combattre ou alors aller déloger M. Bazoum, vous voyez qu'on est dans la fiction. Parce que le Nigeria n'est pas d'accord. Le Nigeria, déjà, le Sénat a posé. Et ça, le président Tinubu le savait. Donc, c'est encore là un des subterfuges africains. Il fallait quand même faire bonne conscience, cas de bonne conscience devant l'éternel et sempiternel maître à qui on ne peut rien refuser, mais sachant que dans le fond, bien évidemment, il y a des levées, des mécanismes institutionnels qui font que on ne peut pas se lever un matin comme ça et dire qu'on va en guerre pour aller attaquer un autre État voisin ou un État frère sans que cela n'ait pu avoir, bien évidemment, l'assentiment parlementaire. Et les présidents le savent très bien. Donc c'est pour cela qu'il faut encore faire attention une fois de plus aussi dans ce jeu de deux poids deux mesures auquel finalement cet Occident nous a habitués et que peut-être nous nous en sommes accommodés et que nous faisons mieux la danse même qu'eux. Nous avons appris à mieux parler français qu'eux, nous avons appris à mieux jouer leur jeu qu'eux. Et donc dans ce jeu-là, très certainement, on sait qu'à l'usure, très certainement, il y aura, on reviendra simplement à la formule africaine, c'est-à-dire sous l'arbre à palabre, où il faudra très certainement étayer les tensions, essayer de reconnaître un certain nombre de choses. Et vous avez vu, et je sortirai par là, dans mon premier jet, que la population qui est sortie massivement pour aller encercler cette base militaire française hier fait un troisième problème sur le plan de l'opérationnalité
de cette action militaire-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la difficulté, c'est que, différemment justement de la Côte d'Ivoire, où la population, il n'y avait pas la même mobilisation africaine, il n'y avait pas, peut-être les Ivoiriens n'étaient pas au fait d'un certain nombre de réalités, donc ne se sont pas impliqués. Il n'y avait pas aussi à l'époque les instruments de communication. Il y avait les instruments de communication, mais peut-être qu'au niveau de la mobilisation africaine, il n'y avait véritablement pas le même état d'esprit qu'est aujourd'hui, par exemple, concernant le Burkina, le Mali ou le Niger. Et il fallait aussi comprendre que cela a constitué bien évidemment des éléments favorables pour que ce commando français-là ait extirpé le président Gbagbo justement dans son palais, différemment du contexte qui se fait depuis les révolutions qui ont commencé du Mali. Et vous voyez que ces révolutions sont les plus difficiles en réalité à retourner, parce que quand vous avez l'assentiment populaire qui se met derrière, qui se reconnaît au travers d'une révolution, parce que les gens les appellent des putsch, mais ce sont des révolutions, et on fait bien de noter que, une fois de plus encore, c'est une pâle copie de juillet 1940, quand De Gaulle appelait à partir de Londres justement à la résistance au peuple français, parce que le général Pétain, le maréchal Pétain avait justement capitulé face à l'Allemagne, et qu'il appelait sur les ondes de BBC les peuples français à se mettre debout à la révolution. On se voit bien que le peuple français a répondu à cette résistance, et qui est devenue la résistance, et qu'il a fait entrer dans les années 1940 en héros justement à Toulouse, à Paris, en France, par Toulouse, où il avait été condamné par contumace. Il avait été condamné par 2 fois. D'abord pour une amende de quelques mois et 100 francs d'amende à l'époque, et puis 1 mois plus tard, parce que le maréchal Pétain, n'étant pas content de cela, avait du côté le nom me reviendra, il avait été condamné par contumace, le général de Gaulle, pour haute trahison et appel à la rébellion. Mais il est revenu bien évidemment quelques mois après en entrant en héros. Donc c'est le même type de révolution que nous avons aussi en Afrique. En Afrique aujourd'hui, vous avez les populations qui se reconnaissent au travers de leurs dirigeants, du fait de ce que ceux qui ont été enlevés justement par ces révolutionnaires-là ne représentaient plus l'aspiration populaire, ou alors travaillaient pour les intérêts plutôt d'autres forces exogènes par rapport aux leurs. Et c'est en cela que la situation est davantage beaucoup plus complexe aujourd'hui, pour pouvoir justement, sur le plan de l'opérationnalisation d'une intervention armée, à pouvoir mettre en place. Alors,